Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Claire Buret et Julie Goudreau. Elles vont nous parler de l'endométriose. À l'espresso et l'espresso allongé, il sera question de l'équilibre intérieur. Notre collaborateur Jean-François Plouffe d'Action Autonomie nous parle du droit de choisir l'établissement et professionnel de santé. Tout ça à Folie douce, émission numéro 789. Que vous soyez branché, déboussolé, renfermé ou stressé, vous syntonisez actuellement Folie douce. J'ai le plaisir d'accueillir mes invités, Julie Goudreau. Bonjour Julie. Bonjour. Et Claire Buret. Bonjour Claire. Bonjour. On va parler d'un sujet qu'on n'a jamais parlé ici à l'émission, Folie douce. En toutes ces années-là, on n'a jamais parlé de ça, puis c'est intéressant qu'on l'amène. C'est un sujet qui est plus physique, une problématique physique, mais qui a des répercussions sur la santé mentale, je pourrais dire. Mm-hmm. C'est l'endométriose. Donc, comment on peut mettre la table? Qui pourrait peut-être nous expliquer ce que c'est l'endométriose? Puis on va évidemment passer des minutes à discuter de tout ça. Alors l'endométriose, c'est une maladie gynécologique chronique. Et puis, comment ça fonctionne? C'est que, en fait, l'endomètre, qui est la muqueuse qui couvre, en fait, l'utérus, au moment des règles, se désintègre et c'est ça qui crée les règles. Et dans le cas de femmes qui ont l'endométriose, cet endomètre n'est pas évacué et, en fait, se retrouve disséminé dans le corps. Alors, surtout autour, en fait, de la région pelvienne. Et puis ça crée de l'inflammation, des douleurs. Ça crée aussi des risques de troubles digestifs, des problèmes urinaires, des douleurs pendant les rapports sexuels, puis bien sûr une fatigue chronique. Mm-hmm. Et puis ça peut aussi même aller jusqu'à des risques d'infertilité. OK. Et est-ce que c'est quelque chose qui est... parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ce sujet-là. Ça doit être très tabou, à mon avis, parce qu'on sait que les règles sont souvent associées à des douleurs, mais il y a douleur et douleur. J'imagine que là, on parle de douleurs qui dépassent l'entendement un peu, là. Oui, là, on parle de douleurs qui empêchent de travailler, souvent de fonctionner. Là. On ne parle pas juste de simples douleurs, si je peux dire comme ça. Si on veut donner une idée aux gens, est-ce qu'on sait combien, statistiquement parlant, combien de femmes peuvent être atteintes? Est-ce que c'est similaire peu importe le pays où on vit? En fait, c'est ça qui est fou, c'est que l'endométriose, c'est environ une femme sur 10 qui est atteinte de cette maladie. Donc, ça équivaut un peu au chiffre du diabète. Okay. Le diabète, on en parle beaucoup, mais l'endométriose, on commence tout juste. Et en fait, c'est vrai qu'on parle des endométrioses et pas de l'endométriose parce qu'il y a différents symptômes. Les femmes ne vivent pas la maladie de la même façon. Okay. Donc, il y a effectivement des femmes qui vont rester clouées au lit, elles seront plus capables d'aller travailler, puis d'autres qui vont pas vivre les douleurs, mais vont se rendre compte qu'elles ont la maladie au moment où elles vont essayer d'avoir un enfant, par exemple. Donc, c'est pour ça que c'est aussi une maladie complexe, qui est difficile à diagnostiquer, qui est mal connue. Donc, c'est aussi pour ça qu'on en parle pas tant que ça, finalement. J'avais lu un article qui disait justement que les femmes, des fois, qui ne savent pas qu'elles ont cette problématique-là, arrivent à l'hôpital, voir un médecin, puis elles se sentent des fois comme si elles étaient incomprises. Donc, ça joue beaucoup sur le moral, tout ça. Est-ce que c'est effectivement le cas? Comment on est diagnostiqué? Comment on arrive à avoir un diagnostic pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on a? En fait, c'est un des enjeux de la maladie, c'est qu'il y a vraiment une errance médicale. Il y a peu de médecins qui connaissent la maladie et ce qui fait que souvent dans les témoignages, puis je peux témoigner de mon parcours à moi, c'est que j'ai longtemps cru que j'avais un problème, qu'il y avait quelque chose qui clochait dans ma tête parce que je suis allée voir 3 gynécologues qui m'ont dit c'est normal d'avoir mal pendant ces règles. Donc serrez les dents, prenez un antidouleur, puis ça va passer. Et en fait, non, c'est pas normal d'avoir aussi mal pendant ces règles. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un travail justement à faire pour sensibiliser le corps médical par rapport à ça. Et aussi, en tant que femme, j'imagine que c'est difficile de savoir est-ce que notre douleur est plus grande que celle de notre amie ou de notre voisine ou de notre mère. C'est ça aussi, là, c'est de trouver, c'est à force d'en parler, probablement que les gens disent c'est pas normal d'avoir autant de symptômes ou autant de douleurs. C'est peut-être ça. Hein? Vraiment. Puis je pense qu'il faut juste ouvrir la discussion. C'est en parlant, souvent nos invités, nos invités dans le podcast et tout ça nous disent que c'est en parlant qu'ils ont découvert peut-être que c'est ça que j'ai. Puis depuis qu'on l'a lancé, les auditrices nous écrivent en disant « Je pense que c'est ça, c'est plus que des douleurs, là, c'est de la fatigue, c'est plusieurs symptômes qui te fait en fait une petite lumière rouge qui allume dans ta tête qui fait dire
finalement, je suis pas folle, je suis pas... je l'imagine pas, il est là pour vrai, ce problème-là. Est-ce que ça arrive à un moment, parce que les règles, en général, des filles, elles peuvent arriver, ça peut dépendre, 12 ans, 13, 14, 15, peu importe. Mais est-ce que ça, l'endométriose, est-ce que ça arrive plus à l'âge adulte? En fait, il n'y a pas de règle en soi. Moi, par exemple, la maladie, elle s'est déclenchée, je pense, à partir de 2011. Donc, les premières années de mon cycle, j'avais 0 douleur. Pour moi, ça changeait même rien du tout que j'ai mes règles ou pas. Et puis, ça s'est déclenché pour je ne sais quelle raison à partir de cette période-là. Je ne sais pas si c'est lié au stress, à mon environnement, peu importe. On ne sait pas encore d'où vient la maladie. Et par contre, pour d'autres, dès les premières règles, ça va être des douleurs fulgurantes où chaque mois, elles vont se retrouver à l'infirmerie de l'école. Je pense à une des personnes qu'on a interviewées, Marie-Josée Thibert, qui a fondé Endométriose Québec, par exemple, et qui fait un travail formidable justement aussi pour parler de la maladie. Et puis, on va avoir... c'est ça, il y a vraiment... différents parcours. C'est pour ça que c'est aussi compliqué. On peut pas mettre juste un symptôme, une histoire. C'est à force d'en parler, puis à force de recevoir différentes personnes. Puis tu parlais, Julie, vous avez commencé un podcast, en fait, c'est ça, qui est assez récent quand même, en été 2019, je pense, vous avez commencé. Absolument. Pourquoi, justement, je pense que toi, heureusement, t'as pas cette problématique-là. On le souhaite pas à personne, mais quand on l'a. Mais pourquoi t'as décidé peut-être de faire ce podcast-là avec Claire? En fait, Claire et moi, on s'est rencontrés, on est des anciennes collègues, puis on voulait faire quelque chose qui était concret, donc qui changeait vraiment quelque chose dans le monde, dans la société, si on peut dire. Puis quand j'ai su que Claire était atteinte, mais je me suis dit, est-ce qu'il y a des ressources là-dessus? Fait qu'on a commencé à chercher, on a vu qu'il y avait vraiment, vraiment rien. Il y a très, très peu en français qui discutent de ça. Donc, on s'est dit, pourquoi on lance pas un podcast, qui est quelque chose qui est quand même, tu sais, tout le monde peut en faire maintenant des podcasts de son salon, là, expérience ou pas. Fait qu'on s'est dit, on va recevoir des gens, on va ouvrir la discussion sur une maladie qui a pas au Québec, on n'a rien. Donc, on est vraiment les premiers à le faire, mais on tenait à le faire, à en parler, puis à ouvrir la discussion, puis juste voir un peu ce qu'on pourrait offrir là, à cette population-là qui a quasiment rien là, sur ça. Et ailleurs, on peut en trouver, j'imagine, dans d'autres pays, que ce soit dans la francophonie ou ailleurs. Oui, la France est très avancée, mais très, très des années-lumière de nous. Donc là, dans la francophonie, c'est vraiment la France qui règne là-dessus. L'Australie aussi est très, très, très avancée. Et le Canada anglais aussi a beaucoup, beaucoup de ressources. Podcasts, des organismes et tout ça. Mais au Québec, il y a très, très peu. Il y a Endométriose Québec qui est un portail d'information important. Mais en termes de discussion, d'invités, d'un peu de creuser la chose, il y a très, très peu là, comparé à d'autres pays. Est-ce que le corps médical est quand même au courant ici, comparativement ailleurs dans le monde? Parce que s'il y a moins de ressources, informations, est-ce qu'il y a autant de... Est-ce que ça se représente aussi peut-être dans le corps médical? Alors sur ça, moi, je peux moins témoigner parce que ça fait que 2 ans que je suis ici au Québec, donc je connais moins le système de santé. Mais par exemple, Marie-Josée Thibert nous disait que effectivement, de plus en plus, il y avait des spécialistes qui connaissaient la maladie parce qu'on en parle quand même. Mais après, c'est sûr qu'il n'y a pas une généralisation, en fait, sur cette maladie-là. Même par exemple dans les écoles, est-ce qu'on parle de l'endométriose? Est-ce qu'on parle des règles douloureuses? Non. Alors que... Pourtant, une femme sur 10, c'est pas vrai. C'est ça. C'est vraiment beaucoup. Là. Oui. C'est beaucoup, beaucoup de personnes. Puis c'est ça qu'on s'est dit, comment ça se fait qu'on n'en parle pas et qu'on n'en parle pas tôt? Parce que ces jeunes filles-là qui vont vivre leurs règles, il faut qu'ils sachent c'est quoi une règle qui fait extrêmement mal, des symptômes qui sont anormaux. Il faut l'apprendre, ça vient pas toute seule. C'est pas parce qu'on en parle à la maison que ça ouvre les esprits. Et au lieu d'attendre et de passer pour une folle, entre guillemets, de savoir que ça se peut, puis de peut-être consulter tout de suite, puis de sauver du temps, dans le fond. C'est ça, là. Souvent, ce qui se passe d'ailleurs, c'est que c'est souvent les femmes qui ont l'endométriose qui vont faire leurs recherches par elles-mêmes. Puis Internet est merveilleux pour ça. C'est mon cas où, en fait, un jour, j'ai juste tapé sur Internet douleur anormale, puis il y a un article qui venait d'en parler. Et c'est comme ça que j'ai pu contacter les bons spécialistes. Mais c'est pas, disons, le corps médical qui accompagne la patiente dans ces cas-là. C'est vraiment au niveau de la femme de faire la démarche, d'être
actrice de sa santé. Oui. Julie ou Claire, est-ce que qu'est-ce qu'on peut retrouver comme problématique de santé mentale? Ça peut mener à quoi? Ça peut mener à la dépression majeure? Ça peut mener, est-ce que vous avez des cas de ce genre-là? En fait, ce qui est sûr, c'est que l'endométriose peut causer une fatigue chronique du fait des douleurs, donc un épuisement général qui peut... moi, par exemple, j'ai fait un burn-out tout simplement parce que j'étais plus capable de gérer le stress, parce que le stress, pareil, développe de l'inflammation, en fait, de la maladie. Puis c'est certain qu'il faut se créer autour de soi un environnement positif pour arriver à mieux gérer les symptômes. Donc c'est certain que si on vit avec de la fatigue, et si on n'est pas soutenu par son entourage, on peut vite... s'épuiser en fait dans la maladie. Un autre aspect aussi, c'est que c'est le combat qu'on peut avoir quand on a la maladie pour fonder une famille. Mm-hmm. Et ça peut causer en fait des risques de dépression parce que justement on s'épuise dans la démarche PMA par exemple. Donc toujours pareil, il faut vraiment s'accompagner de différents spécialistes, puis notamment sur la dimension psychologique pour passer à travers les symptômes puis les difficultés, les embûches que cause la maladie. Je pense que se sentir incomprise constamment, ça pèse sur notre santé mentale. C'est sûr. T'sais, on se fait tout le temps dire, le moindrement, nos amis, peu importe, les femmes qu'on interviewe, se font dire souvent « Mais oui, mais là, arrête, là. » Se faire dire ça tout le temps, ça pèse, donc on le sent chez elle. Et je me rends compte, finalement, il faut aussi sensibiliser l'entourage. C'est un peu comme dans la santé, les cas de santé mentale plus connus, là, on dit souvent l'entourage est très important parce que si l'entourage n'est pas au courant, quoi faire, quoi dire... tu sais, c'est pas juste de dire, ça va passer, je sais pas, tu sais, autre chose peut-être à dire, là, ou il faudrait voir, mais ça semble tellement nouveau comme discours. En fait, on n'a pas vraiment, comme tu disais. On a trouvé une statistique il y a quelques semaines qu'il y avait 66% des femmes ne savent pas c'est quoi l'endométriose. Ça parle, là. Fait que là, on tombe à 1 sur 10, 66%. C'est énormément de monde. C'est 200 millions de femmes sur Terre qui ont l'endométriose, si on le calcule comme ça. Ouais. Je veux dire, on parle d'un problème. Si on parle du diabète, il y a énormément d'organismes, de ressources pour quelque chose comme le diabète, puis c'est génial. Ouais. Mais je veux dire, l'endométriose est dans la même lancée là, en termes de chiffres. Vous êtes-vous rendu compte pourquoi on n'en parle pas? Pourtant, les chiffres parlent par eux-mêmes, puis c'est quelque chose qui est mensuel là, pour toutes les femmes. Donc... tout simplement parce que les règles, c'est tabou, c'est sale, c'est aussi... ça force en fait l'endométriose à se reconnecter à son cycle, à son corps, à sa féminité. Ouais. Puis là, on est en train, il y a comme un mouvement de fond où justement on dépasse tous ces tabous-là, notamment du cycle, du plaisir féminin dans la sexualité. Donc, les femmes sont en train de se réapproprier ces sujets-là, mais pendant très longtemps, c'était un peu mis de côté. C'est tabou, comme tu dis aussi, effectivement. Il reste quelques secondes. J'aimerais ça absolument qu'on mentionne comment on peut vous écouter, parce que une des bonnes façons, c'est d'écouter votre podcast, en fait, à ce niveau-là. Sûr. Comment on peut le trouver ou comment ça s'appelle? Le podcast s'appelle EndoAide, donc endo pour endométriose, aide pour éducation. Donc là, on a un site Internet qui est endoaide.org. On est aussi sur Instagram, sur Facebook, et les podcasts sont disponibles. Un peu partout, que ce soit partout, Spotify. Peu importe. Donc, en cherchant EndoAide, je pense qu'il n'y en a pas 50, c'est vous autres, vous êtes toutes les deux. On va vous écouter, c'est certain. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci Julie Goudreau et Claire Buret. Merci beaucoup. Bonne continuation. On s'en parlera éventuellement ça va évoluer. On en parlera peut-être dans le futur. Merci beaucoup d'avoir été là. Un grand merci. Merci. Au revoir. Folie douce est aussi présent sur Instagram. Venez nous voir. Pierre Laporte, donc, ton sujet aujourd'hui à l'Espresso, l'équilibre intérieur. C'est important, l'équilibre intérieur. L'équilibre en toutes les situations, mais surtout intérieur, je pense que c'est fort important. Je pense que c'est quelque chose qu'on voudrait tous avoir, mais c'est pas si facile. Mais tu sais que je me méfie parfois des articles sur Internet qui te promettent la recette du bonheur en 10 étapes, tu sais, ce genre d'article-là. Il faut voir toujours la source pour voir si c'est crédible ou ça. Oui, c'est ça. Mais dans le cas de cet article que j'ai trouvé sur le site Santé Magazine, j'ai trouvé ça assez intéressant et j'avais envie de partager ça avec nos auditeurs aujourd'hui. Ça s'appelle « 8 solutions de psy
pour trouver son équilibre intérieur. Ça fait longtemps, de toute façon, que tu n'as pas amené de liste, parce qu'on en faisait souvent. Tu arrivais les 10 choses à faire ou les 8 choses à faire. On en a fait humoristique aussi à une époque, mais tu en as fait aussi des plus sérieuses, mais c'était intéressant de suivre ça. Là. C'est écrit par Madame Fanny d'Albera, qui est journaliste indépendante française. Et quand je dis indépendante, je parle pas de sa personnalité en général. Non, c'est ça. C'est une journaliste indépendante. Exact. Alors, on commence par une citation de M. Christophe André, qui est psychologue. Il dit « Parce que nos peurs sont universelles, nous pouvons aider en nous plaçant sur un registre de fraternité humaine. Il est rare que des thérapeutes livrent avec autant de sincérité leur chemin existentiel. » Alors, la première solution pour trouver l'équilibre intérieur, selon ce même Christophe André, il est psychiatre et thérapeute. Il est basé à Paris. Il dit « Mon équilibre repose sur 3 axes principaux. Le premier, accepter mes fragilités. Elles ne sont ni des anomalies, ni des infériorités. J'ai reçu des choses formidables de mes parents, d'autres moins. » C'est dur à faire, ça, quand même. Dans un monde idéal, mais c'est dur à faire d'accepter. T'sais, on veut toujours être meilleur. Vrai, et dans le fond, on se dit, est-ce que c'est nous qui n'est pas... Est-ce qu'on peut, on peut changer ou c'est un peu fataliste des fois? Ça prend de l'humilité. Ouais. Monsieur André nous dit, ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas leur faute, ce n'est pas la mienne. J'ai un chemin à parcourir que je considère comme un chantier de restauration. Le second, c'est le travail. Ce chantier de ma construction est passionnant, mais il demande beaucoup d'énergie. On renonce trop tôt. L'intention semble nous suffire. Pour changer, il faut s'entraîner comme pour un sport. Et le dernier pilier, selon M. Christophe André, c'est la rencontre. Les autres me sont essentiels. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, je regarde ce qu'il y a de beau et de fort chez lui et la manière dont je peux m'en inspirer. Pour cela, il faut quitter sa posture de jugement ou d'indifférence. On a tendance à osciller entre l'une et l'autre. On critique vite. Cela nous rassure de voir les défauts. On néglige alors l'essentiel, l'ensemble d'une personne. Or, elles sont très rares, ces personnes qui n'auraient rien à nous apprendre. Et c'est drôle que tu dises ça parce que je lisais l'autre fois sur Internet qu'une personne qui donnait le défi aux gens disait « Essayez de passer une journée sans critiquer quelqu'un. » Puis je me rends compte que c'est tellement difficile. Fait que ce que monsieur... monsieur André nous dit... André dit, c'est un peu ça, tu sais, dans le fond, il faut essayer plutôt de s'inspirer des gens, mais d'arrêter de critiquer. Oui, parce qu'il n'y a personne de parfait, ça c'est clair. Et M. André termine en disant « On doit regarder les autres avec bienveillance et admiration, en se demandant ce qu'ils peuvent nous enseigner. Cela change tout parce que cela rend la rencontre féconde. » Maintenant, la deuxième solution pour trouver l'équilibre intérieur, selon le docteur Fatma Bouvet, qui est psychiatre basé à Paris. Elle nous dit « J'ai eu un parcours composé de ruptures. Rien de dramatique car ces ruptures ont été souvent choisies, comme l'immigration ou le changement de métier. Mais à chaque fois, j'ai dû prendre des risques, surmonter des obstacles, puis me relever. Je crois que la clé de mon équilibre tient au fait de ne pas avoir eu peur de tomber. Il y a toujours des leçons à tirer de nos difficultés. » Tu vois, là encore, ça prend une certaine humilité. Humilité, effectivement. Oui. Or, elle poursuit en disant, « Or, dans nos sociétés de la perfection, il est très difficile de reconnaître qu'il peut nous arriver de faillir. Mais vouloir tout maîtriser, c'est épuisant et source de tellement de frustration. On n'est jamais parfait. Le reconnaître, c'est avancer avec ses propres défauts. Pour cela, il faut avoir l'audace de demander conseil et être très exigeant dans sa quête. Ces conseils ne nous conviennent pas, on continue à en demander ailleurs. Nous avons besoin les uns des autres pour surmonter nos manques. Cette modestie nous place non pas en position de combat, mais de construction de soi avec l'autre. Nous sommes là pour jouer un rôle particulier sans avoir peur des autres. Il y a du travail à faire. Il y a du gros travail. Du pain sur la planche. Ouais, chaque jour. Ouais. Troisième solution, le conseil de Mme Sophie Cheval,
qui est psychologue, clinicienne et psychothérapeute en France. Elle dit « Identifier ce qui compte vraiment pour soi et le garder toujours à l'esprit permet d'avancer dans sa direction, de nourrir son projet de vie, quel que soit le contexte. C'est un peu comme en bateau. Il faut définir son cap et le garder. Si la météo n'est pas bonne, on retrouvera son chemin. Et pour connaître sa direction, il faut expérimenter. Un bon moyen consiste non pas à se demander pourquoi je veux ceci ou cela, mais comment, et de substituer à nos pourquoi des comment. Et c'est ça qui permet d'avancer. Le comment nous aide peut-être à trouver les façons. Puis oui. C'est un peu ça. Comme là. ça, on va de l'avant. Et quatrième solution, être conscient de ce qu'on vit, selon le docteur Nicolas Duchesne. Il dit, il faut garder autour de soi une forme de spiritualité. Dans chacun de nos interlocuteurs, il y a une étincelle magique. De l'éprouver m'aide beaucoup. Les difficultés que nous rencontrons sont l'occasion de réaliser que la vie ne se plie pas toujours à nos désirs immédiats. Mais je poursuivrai dans... Comme à ton habitude, dans l'Espresso allongé, on attend impatiemment la suite. Merci beaucoup, Pierre. À venir dans l'émission Folie douce, notre collaborateur Jean-François Plouffe d'Action Autonomie nous parle du droit de choisir son établissement et son professionnel en santé. À l'Espresso allongé, c'est la suite sur l'équilibre intérieur. Pour nous trouver sur les divers réseaux sociaux, cherchez Folie douce Radio. Vous écoutez actuellement Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. C'est toujours avec plaisir que je reçois à nouveau Jean-François Plouffe. Bonjour Jean-François. Bonjour. Tu es d'Action Autonomie et puis on va parler aujourd'hui de droit, le fameux droit de choisir l'établissement, le professionnel en santé. Donc les gens c'est pas tout le monde qui sait ça. On a le droit de choisir, finalement. Effectivement. C'est pas l'établissement qui nous choisit, c'est nous qui choisissons l'établissement. Pourquoi c'est comme... on a l'impression que les gens se sentent obligés d'aller dans leur secteur. Quelqu'un habite à Rosemont, va aller à l'hôpital, tel hôpital, puis quelqu'un qui habite, je sais pas, dans l'Ouest, va aller à tel autre hôpital. Oui. Mais on a le droit d'aller où on veut. Ben, c'est ça. Pour la plus grande partie des gens, c'est correct, puis c'est plus simple, puis c'est plus accessible, puis ça va. Mais il y a des gens qui peuvent avoir des raisons de vouloir changer d'établissement, puis l'article 6 de la loi sur les services de santé et services sociaux leur autorise, puisqu'elle dit « Toute personne a le droit de choisir le professionnel ou l'établissement duquel elle désire recevoir des services de santé ou des services sociaux. » Donc, pourquoi on voudrait changer d'établissement? Par exemple, parce que dans le passé, on n'a pas été satisfait des services qu'on y a reçus. Et aussi, dans beaucoup de cas, il y a des gens qui veulent séparer leur dossier de santé physique de leur dossier de santé mentale de façon à ce que leurs problèmes physiques ne soient pas occultés d'une certaine façon par leurs problèmes de santé mentale. Puis ils veulent pas que leur médecin traitant sur des problèmes physiques sachent qu'ils ont des problèmes de santé mentale. C'est sûr que c'est de moins en moins étanche avec l'informatisation puis le dossier Santé Québec et tout ça, mais il y a beaucoup de dossiers papier encore qui existent dans les établissements, puis les communications sont pas si fluides que ça encore. Ouais. De toute façon, il faut savoir qu'on n'a pas besoin d'avoir de motif. On va simplement demander à changer d'établissement et l'établissement n'a pas de nous demander de raison puis n'a pas de juger de la validité de nos raisons ou pas. Comme tu nous disais, une autre chronique, ça peut aussi être intéressant, tu sais, des gens qui veulent se sentir plus à l'aise puis ils veulent pas nécessairement rencontrer leurs voisins ou leur voisinage en sachant qu'ils vont peut-être à cet hôpital-là. Pour toutes sortes de raisons, des fois, juste émotionnellement, ça va faire du bien à la personne d'aller peut-être à un autre endroit où elle se sent plus relax. C'est ça, sauf que les établissements, eux, sont pas intéressés à ce qu'on sache ça. Parce qu'ils ont ce qu'on appelle la responsabilité populationnelle, donc ils ont le mandat de desservir les gens qui habitent sur leur territoire, et donc c'est compliqué, c'est problématique pour eux, ça leur demande des démarches administratives un peu complexes quand une personne de l'extérieur veut bénéficier de leurs services. Est-ce que c'est très compliqué à faire? Est-ce que c'est une bureaucratie, tu sais, les gens, avant de s'embarquer là-dedans, est-ce que c'est quelque chose quand même qui est simple? Ou... Ben, en fait, en théorie, ça devrait être simple. Le problème, un des problèmes qui est relié à ça, c'est la question justement de la taille des établissements. Avec les différentes réformes qu'on a vécues ces dernières années, les établissements sont devenus très, très gros. Aujourd'hui, anciennement, il y avait un CLSC qui était un établissement, l'hôpital à côté était un autre établissement. Aujourd'hui, toutes ces entités-là, t'as des grands ensembles de 2-3 hôpitaux, des fois, qui forment un seul et même centre intégré de santé et de services sociaux. Donc, par exemple, et ce que la loi prévoit aussi, c'est qu'on peut choisir
choisir son établissement, mais elle ne prévoit pas qu'on puisse choisir son point de service. Par exemple, une personne qui habite dans le nord de l'île de Montréal, qui est soignée à l'Institut Albert Prévost et qui n'est pas satisfait puis qui aimerait mieux être soignée à l'hôpital Jean Talon. Elle peut faire la demande, mais l'établissement n'est pas obligé d'y répondre parce que l'Institut Albert Prévost et l'hôpital Jean Talon font partie d'un seul et même CIUS. Okay. Donc, c'est 2 points de service du même établissement. Dans le fond, on peut changer de CIUS, la nouvelle structure depuis quelques années, mais on ne peut pas changer de... en fait, on peut toujours le demander, mais l'établissement n'est pas obligé de le faire parce que souvent, on a spécialisé les soins d'un point de service à l'autre et donc, on ne peut pas vraiment changer à l'intérieur d'un même établissement. Et c'est étonnant qu'on ne peut pas le faire parce que me semble que c'est plus simple, c'est la même gestion, c'est juste, me semble... Oui, mais c'est parce que souvent, il peut arriver que chacun, dans le cas, par exemple, je les donne en exemple, que l'Institut Albert Prévost et l'hôpital Jean Talon, l'Institut Albert Prévost peut soigner une certaine catégorie de patients qui ont un certain diagnostic et l'hôpital Jean Talon pourrait soigner une autre catégorie de patients. Okay. Donc, c'est comme ça qu'il y a une espèce de spécialisation des points de service qui fait que les patients ne peuvent pas nécessairement se promener d'un point de service à l'autre. Ouais. Cependant, si la même personne qui est à l'Institut Albert Prévost dit « Moi, je veux aller à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, l'ancien hôpital Louis H. Lafontaine », ben là, c'est pas dans le même territoire et là, on devrait répondre à sa demande. Donc, à Montréal, quand on habite dans les grands centres, c'est quand même faisable de changer d'établissement. Mais quand on habite en région, c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, le 6 de la Côte-Nord, ben lui, son territoire correspond au quart de la superficie du Québec en entier. Wow, donc, si on veut changer, ça risque de... Il faut soit prendre le traversier, s'en aller en Gaspésie, ou soit conduire 200-300 km pour traverser le Saguenay puis se retrouver dans le CIUS du Saguenay. Donc, c'est beaucoup plus compliqué dans ces cas-là, ce qui fait que ce droit-là qui est reconnu par la loi, il est de plus en plus difficile à appliquer pour une quantité de personnes importantes au Québec. Est-ce qu'à ta connaissance, ça se fait souvent, les gens qui changent pour toutes sortes de raisons, parce qu'ils n'aiment pas leur médecin, n'aiment pas l'entourage, ou pour sortes de raisons. Ça se fait quand même assez souvent, surtout en santé mentale, parce que la relation entre le médecin et le patient est souvent une relation qui devient avec le temps un peu autoritaire. Mm-hmm. Le médecin dit... Je sais ce que vous avez, à ce diagnostic-là correspond ce médicament-là et la personne a de moins en moins de marge de manœuvre là, pour pouvoir dialoguer avec son médecin. Donc, elle veut changer de médecin pour pouvoir reprendre une nouvelle relation. C'est souvent un des problèmes, une des raisons qui sont invoquées par les personnes. Donc, ça arrive quand même effectivement assez souvent. Et peut-être que d'autres, des amis ou des gens qui ont déjà connu un médecin vont peut-être dire, appelle tel médecin en sachant que tu n'es pas à l'aise avec... Il y a peut-être ça aussi, des références des fois. C'est ça. Mais le problème, c'est justement qu'on ne peut pas choisir son médecin. On peut demander d'en changer, on peut demander de changer celui qu'on a, mais on ne peut pas dire, moi, je veux le docteur X à la place. Parce qu'il y a un deuxième paragraphe dans l'article 6 dont on parlait tout à l'heure, et ce deuxième paragraphe dit « Rien dans la présente loi ne limite la liberté qu'a un professionnel d'accepter ou non de traiter une personne. » Il faut toujours se rappeler que les médecins, c'est des travailleurs autonomes. Mm-hmm. Donc, ils prennent le nombre de patients qu'ils souhaitent prendre et on ne peut pas les forcer à en prendre davantage. Donc, si un médecin considère que lui, son nombre de dossiers est complet, ben, il va refuser d'accepter d'autres personnes. Donc, on peut donc demander de changer de médecin, mais il va falloir, le médecin qu'on va retrouver plus tard, si jamais on réussit à changer, parce que c'est pas toujours évident, ben lui, on ne l'aura pas choisi. Mm-hmm. On peut toujours demander plus tard de changer à nouveau. Il n'y a pas de limite au nombre de fois où on peut demander de changer de médecin, mais on peut pas le choisir, puis c'est toujours une espèce de loterie. Oui, s'attendre que ça soit... c'est un peu... S'attendre que ça soit mieux, c'est pas toujours mieux. Effectivement. Ouais. Donc, la personne, elle a le droit de le demander, mais dans le concret, l'établissement receveur, l'endroit où elle veut aller, n'est pas obligé de l'accepter aussi, parce que le gouvernement prévoit que les établissements ont une responsabilité populationnelle, c'est-à-dire une responsabilité envers la population qui habite leur territoire. Donc, leur responsabilité par rapport à des gens de l'extérieur, elle n'est pas considérée comme prioritaire. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'établissements qui vont dire « Moi, j'accepte pas de gens de l'extérieur parce que je suis déjà complet avec les gens de mon milieu à moi. » Donc, ça peut être
complexe, ça peut être long, il peut y avoir des listes d'attente qui peuvent être assez prolongées avant de réussir à changer d'établissement. Et une des façons peut-être de remédier à ce problème-là ou de le régler temporairement, c'est qu'on peut changer de médecin, mais à l'intérieur du même établissement. Ça, c'est parfois plus facile parce que l'établissement, il conserve la responsabilité populationnelle envers la personne, mais c'est le professionnel qui change. Mais le problème reste toujours le même. Le médecin qui reçoit, il doit avoir la volonté de recevoir une nouvelle personne et c'est pas toujours évident. Donc, dans la réalité, encore là, c'est un droit qui est reconnu, mais c'est un droit qui est difficile à appliquer. Et l'organisation, la configuration du réseau de la santé et des services sociaux fait en sorte que on n'est pas encouragé à se prévaloir des droits qui sont prévus dans la loi sur les services de santé et services sociaux, et c'est un problème. Et il y a même des établissements qui disent aux gens, qui disent erronément aux gens qu'ils n'ont pas le droit de le faire. On leur demande leur code postal, souvent quand ils font une première demande de service, puis si le code postal correspond pas au territoire de l'établissement, ben on va les renvoyer, on va leur dire, vous venez pas ici, vous en allez ailleurs. Alors que, et ça c'est ce que nous on appelle la sectorisation, c'est-à-dire de classer les personnes selon l'endroit où ils vivent. Et c'est illégal de faire ça. Peut-être certaines personnes ne le savent pas. Il y a peut-être de l'ignorance, mais il y a peut-être aussi de la volonté de gérer son territoire, si on veut. Là, comme c'est tu ça. disais tantôt. De la part des utilisateurs de services, c'est certain qu'il y a personne qui va lire la loi très en détail puis qui va savoir qu'ils ont le droit alors qu'on leur dit qu'ils n'ont pas le droit. Ouais. Mais dans le fond, on leur ment. On leur donne une fausse information et les personnes, après ça, vivent avec cette fausse information-là. Et il y a beaucoup de gens qui sont convaincus qu'ils n'ont pas le droit. Ils sont abonnés à leur établissement de santé et qu'ils ne peuvent pas en changer. Et il y en a beaucoup aussi qui ne savent pas même qu'ils peuvent changer de médecin à l'intérieur du même établissement. Et ça fait qu'il y a des gens qui passent des années avec le même médecin et qui savent plus, en quelque part, comment s'en débarrasser. Et il nous arrive, nous, d'accompagner des personnes dans un rendez-vous médical uniquement pour dire au médecin, la personne qui est devant vous, que vous suivez depuis des années, elle veut plus vous voir. Et ça, on a le droit de faire ça aussi. On a le droit de mettre, à moins qu'on soit obligé de le faire par un jugement de cour, là, mais en dehors de ça, on a le droit de mettre fin à une relation thérapeutique qui ne nous aide plus, qui ne nous convient plus. Et il y a, même si il y a des pressions plus ou moins formelles, plus ou moins verbales ou autres qui sont faites par le soignant, l'effet de vouloir garder la personne n'est absolument pas obligée de recevoir les soins qu'on lui propose. Peut-être que le médecin se sent aussi pas visé, mais en tout cas, il doit se dire, j'ai fait quoi? Peut-être qu'il s'imagine que tout était beau de son côté. C'est ça. Et c'est là que le paternalisme entre, où elle dit, là, il va pas me faire ça, il va pas prendre cette décision-là. Moi, j'ai décidé qu'il devait rester là. Donc, effectivement, il y a des médecins qui sont très, très directifs avec les personnes. Et très souvent, quand on se fait accompagner de quelqu'un d'autre, là, très souvent, la relation, la dynamique de la rencontre va complètement changer. Et là, le médecin a un témoin devant lui, puis il peut changer d'attitude complètement. Ça, nous, on a vu ça. Il y a des gens qui nous ont dit, c'est plus la même personne que j'ai rencontrée parce que vous étiez assis à côté de moi. Donc, les gens qui ont des difficultés aussi dans leur relation avec leur médecin, ils ont le droit, et c'est un autre article de la loi qui leur autorise, ils peuvent être accompagnés de la personne de leur choix, et très souvent, ça peut régler un certain nombre de problèmes aussi. Vous pouvez donner dans tout temps, d'ailleurs, des conseils à des gens qui veulent avoir des informations là-dessus, tu sais, comment faire, peut-être soit d'accompagner quelqu'un de votre organisation accompagné par une personne ou la conseiller pour se faire accompagner par quelqu'un de ses proches. Effectivement, on le fait régulièrement et les gens qui vivent ce problème-là peuvent nous appeler. Notre numéro de téléphone, c'est le 514-525-5060. Notre site internet actionautonomie.qc.ca, Action Autonomie en un seul mot. Donc, effectivement, des gens qui vivent ce genre de problème-là, qui vivent à Montréal, on est intéressé de vous en entendre parler. Puis si vous habitez à l'extérieur, il y a d'autres groupes comme le nôtre qui couvrent tout le territoire du Québec. Donc, il suffit de s'informer. Et n'hésitez pas justement d'appeler. Je pense que vous êtes très ouvert à... Si vous ne pouvez pas les aider directement, vous allez au moins les référer ou leur donner un conseil. C'est pas très long de donner un conseil, mais ça peut aider beaucoup la personne. Là. Et ça nous fait toujours plaisir. Oui. Merci beaucoup, Jean-François Plouffe, d'avoir été des nôtres. Il y a une prochaine chronique, c'est toujours intéressant. À la prochaine. À la prochaine, au revoir.
Vous syntonisez actuellement Folie douce, expert généraliste en santé mentale depuis 1991. C'est maintenant le bloc Espresso allongé. Pierre Laporte, le sujet entamé plus tôt, l'équilibre intérieur qui se poursuit avec, tu étais dans tes fameux points, là, justement, les 8 points, mais là, on en a entendu quelques-uns. C'est ça. Alors, oui, c'est ça, c'est 8 solutions de psy pour trouver son équilibre intérieur, d'après un article que j'ai pris sur le site santémagazine.fr, un site français. Et c'est un article écrit par Madame Fanny Dalbera. Alors, on était rendu au point numéro 5. Ce serait de reconnaître ses contradictions. Le conseil du docteur Frédéric Fanget, qui est psychiatre et psychothérapeute à Lyon. Il dit « Me comprendre et comprendre mes contradictions comme une médaille à deux faces m'a été essentiel pour trouver l'équilibre. Pour cela, il dit, on peut partir d'une situation donnée qui provoque chez nous un petit malaise. On prend le temps de l'analyser objectivement. Qu'est-ce que je ressens? Et on se demande ce que cela permet de comprendre de soi. On doit pouvoir observer les ressources qu'on mobilise et les freins qui sont les nôtres. C'est une auto-analyse, mais en aucun cas une interprétation ni un jugement. C'est une manière de donner du sens à nos comportements pour trouver des solutions, pas pour se flageller. Il faut faire attention. Donc, c'est un peu ça, les contradictions, parce que je me disais, ça doit être difficile à déjà en prendre conscience qu'on a des contradictions, mais comme tu dis, s'il y a un malaise sur une situation, c'est peut-être là qu'on sait qu'on a une contradiction sur ce genre de sujet. On se regarde agir dans nos difficultés. Mais sans exagérer. Oui, c'est ça, oui. Alors, il dit, en conclusion, l'idée est de mieux reconnaître nos ressources puisqu'elles vont de pair avec nos faiblesses. Ça, c'était le docteur Frédéric Fanget. Maintenant, le 6e point, savoir s'interroger, se remettre en cause. Selon le docteur Bernard Geberowicz. Tu as un biscuit soda, Pierre, avec ça? C'est peut-être un nom d'origine polonaise. Donc, Bernard Geberowicz. Je pensais que c'était... Oui, c'est vrai, ça sonne moins... c'est pas facile. Alors, lui, il est médecin psychiatre, ancien psychiatre des hôpitaux en France. Ouais. Il dit, l'équilibre ne peut pas reposer sur une seule clé parce que, en réalité, c'est une interrogation constante. On doit s'interroger sans cesse sur les interactions que peuvent avoir sur nous nos relations avec les autres. Il s'agit de toujours chercher une autre description aux choses, de ne pas rester sur une seule idée qui expliquerait tout. L'équilibre, selon lui, c'est être plusieurs facteurs à la fois. Pour cela, dit-il, on doit se demander quelles pourraient être les causes qui nous ont amenés à rencontrer une difficulté. On a toujours tendance à se contenter d'une causalité extérieure. En général, cette causalité, ce sont les autres. C'est certainement pertinent de nombreuses situations, mais c'est une paresse que de s'arrêter là. On oublie de se demander, et moi, qu'est-ce que je peux faire pour que ça bouge, pour que l'autre bouge? On doit dépasser la réponse unique. Chercher la complexité, se demander ce qu'on peut faire pour intervenir sur la situation que nous pose un problème. Faut presque, je me rends compte, il faut presque garder cette liste-là pas loin de soi, parce que c'est, tu sais, dans la vie de tous les jours, ça roule tellement vite que de commencer à analyser toutes nos... Mais en même temps, c'est bien, tu sais, pour qu'on fasse ça, tu sais, qu'on s'aide à évoluer. Là, mais comme tu disais tantôt, c'est jamais facile de regarder nos faiblesses. C'est ça, c'est souvent les autres qui nous le font mentionner. Ouais, on met ça sur la faute des autres souvent. Ouais. 7e point, accepter de ne pas aller bien parfois. C'est un conseil du docteur Stéphanie Ahusso. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est tout à fait vrai. Oui, qui est psychiatre et psychothérapeute, pardon. Elle dit « Accepter de fluctuer, d'avoir des périodes creuses m'a été essentiel. L'injonction « tu as tout pour être heureuse » nous parasite souvent. Difficile de reconnaître ses souffrances quand d'autres autour de nous sont grièvement malades. Pourtant, la souffrance ne se hiérarchise pas. On doit accepter de craquer, de ronchonner, de ne pas aller bien parfois et de ne pas se remettre en question en permanence. Les femmes sont particulièrement sujettes à cela. Elle dit en conclusion, on doit cependant pouvoir accepter de penser à nous, car c'est le meilleur moyen de penser ensuite aux autres. Oui, tout à fait d'accord. D'accord avec ça? Oui, c'est sûr, il faut d'abord prendre soin de soi, c'est certain. Alors, 8e et dernier point, développer ses compétences. Le conseil du docteur Yasmine Liénard, qui est médecin psychiatre et thérapeute cognitivo-comportementaliste. Elle nous dit « Chercher à être
qui on est plutôt que de rêver d'être quelqu'un d'autre qui est toujours mieux, plus jeune, plus fort, plus performant, plus admirable. C'est la voie que j'ai prise. Ce n'est pas en cherchant cet autre qu'on trouve l'équilibre, mais c'est au contraire en lâchant l'affaire qu'on rencontre l'apaisement. Il ne s'agit pas d'accepter son sort et de ne plus bouger, mais de substituer à cette quête narcissique le développement de nos qualités. Développer nos compétences, dit-elle, c'est travailler ce que nous savons faire, comme danser, chanter, compter. Développer nos qualités, ou faire de la radio. Mm-hmm. Oui. Développer nos qualités, c'est travailler sur notre manière d'être en rapport avec le monde, devenir plus flexible, se relier aux autres. En conclusion, elle nous dit c'est l'assurance d'entrer dans des relations plus faciles, plus nourrissantes et qui rendent plus heureux. Alors, j'ai pris ça, comme je disais un peu plus tôt, c'est sur le site santémagazine.fr. Et je peux mentionner aussi, Pierre, que toutes les chroniques que tu fais, normalement, on met toujours aussi sur notre site web les gens qui n'auraient pas noté ou qui auraient oublié. Des fois, on l'entend de façon... On peut toujours aller sur notre site web dans la section mentionner à l'émission, mentionner à Folie Douce. Puis on a toutes les références selon les émissions avec le lien web et tout ça. Donc, les gens pourront retrouver facilement. Notre site, c'est antenne.qc.ca. Oui, parce que souvent, j'ai pas le temps de me rendre au bout de l'article. Non, effectivement, mais c'est vraiment... ça amène beaucoup d'informations. Puis surtout, ça nous fait réfléchir que c'est important de se connaître. Connais-toi toi-même, je pense. Moi, c'est un peu ma devise là, qui vient de Socrate, là, il y a longtemps, mais effectivement... Mais je pense que ça prend toute la vie pour apprendre à se connaître. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on se connaît jamais. On se connaît vraiment. jamais totalement, puis on a toujours du travail à faire. C'est peut-être ça la beauté, le défi constant, effectivement. Merci beaucoup, Pierre, pour ce sujet, l'équilibre intérieur à Folie Douce. Vous souhaitez écouter l'émission Folie Douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca antenne.qc.ca. Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie Douce. Nos invités cette semaine étaient Claire Buret et Julie Goudreau. Elles nous ont démystifié l'endométriose. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À l'Espresso et à l'Espresso allongé, Pierre, tu nous as présenté le sujet l'équilibre intérieur. Merci beaucoup pour ça. Bienvenue. Merci également pour ta mise en onde. Notre collaborateur Jean-François Plouffe d'Action Autonomie nous a parlé du droit de choisir son établissement et son professionnel en santé. Alors, c'était le menu de Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir.